premier temps de réaction de votre part ou de réaction, de questions, d'interpellation. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, cet ensemble de présentations? Pour préciser à monsieur, donc effectivement, il y a eu une période où les femmes ont quitté les exploitations parce que c'est ces conjointes qui travaillaient éventuellement à l'extérieur. Aujourd'hui, on a vu aussi tout à l'heure que la partie travail familial avait un peu disparu parce que les femmes qui travaillent sur les exploitations aujourd'hui n'ont pas épousé le mari et en même temps épouser le métier. Elles font vraiment le choix d'être chef d'exploitation. Donc ça, c'est important. Il y a de plus en plus de femmes qui s'installent en tant que chef d'exploitation pour assumer pleinement la fonction d'agricultrice. Et effectivement, on a encore aujourd'hui pas mal de femmes qui travaillent à l'extérieur. Et donc, encore trop d'hommes qui sont que des hommes sur des exploitations. Mais le monsieur... Ouais. Voilà. Oui. Mais souvent, par exemple, en période de crise aujourd'hui, on sait que les femmes sur les exploitations agricoles sont malheureusement trop souvent la variable d'ajustement. Quand il y a besoin d'un complément de revenus, c'est les femmes qui partent travailler à l'extérieur. Mais la question était bien sur les... Oui, j'ai pas de chiffres, ce serait intéressant en statistique. Par contre, ce qu'on a quand même, parce que nous sommes sur les pays de Rennes, et je le dis quand même très clairement, on a une chance formidable d'être paysans sur ce territoire parce que nos conjoints, que ce soit un homme ou une femme, ont beaucoup plus de possibilités de trouver des emplois dans un territoire dynamique. Et c'est une réalité parce que si on fait la même soirée débat dans d'autres régions, y compris en Bretagne, on peut dire carré, mais on peut le dire ailleurs, et là effectivement on a des tensions et ça joue effectivement très fortement sur la cellule familiale puisque lorsqu'on n'a pas épousé le métier pour l'un ou l'autre, par choix personnel, parce qu'aujourd'hui c'est ça la réalité, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes effectivement, y compris la vie de l'entreprise, parce que au-delà de l'entreprise, il y a une famille à faire vivre. Et donc là, on a une chance réelle dans ce territoire. On a certainement d'autres handicaps, voilà, avec une pression sans doute plus importante en termes de foncier. Mais au moins, ça mériterait effectivement, mais on a quand même cette chance de trouver du travail plus facilement en fonction de ses compétences. Donc ça, je pense que c'est vraiment une chance pour notre territoire. Je ne sais pas si Valérie... On va juste faire un petit sondage. Ceux qui sont agriculteurs et agricultrices, vous allez lever le doigt pour lesquels le conjoint fait un autre métier. Oui. Voilà. Ok. Et ceux pour lesquels le conjoint fait le métier d'agriculteur et agricultrice, il y en a combien? Il y en a moins finalement, vous voyez. D'accord. Oui, alors, il y avait... En fait, c'est juste pour signaler que dans le secteur de l'agriculture, la main-d'œuvre familiale reste quand même la clé de voûte de l'exploitation. Donc, on travaille en famille. La plupart, moi, je le vois un peu dans le Finistère. Donc, justement, cette main-d'œuvre familiale vient combler ce manque, cette difficulté à attirer de l'emploi salarial. Je sais pas. Voilà. Donc, on travaille en famille, donc on a cette habitude de travailler en famille, le mari, la femme, les enfants en général. Donc c'est comme ça qu'on arrive à combler ce manque justement de main-d'œuvre salariale dans le secteur. Patrick Lamy, élu à la Chambre d'agriculture, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on voit les évolutions des actifs en agriculture. Il y a 30-40 ans, c'est effectivement vrai, il y avait beaucoup de main-d'œuvre familiale, mais maintenant, ça a quand même diminué sensiblement. Si on prend l'exemple du Finistère Nord, que je connais relativement bien dans une production de pépinière, c'était essentiellement la famille qui travaillait à faire des boutures ou mettre en culture et faire du rempotage. Au tout début, et ça a drôlement évolué. Ils ont une approche par rapport au salariat et à la main-d'œuvre qui a complètement évolué. Et bon, peut-être que dans notre département d'Ille-et-Vilaine, c'est un petit peu moins le cas, sauf la zone légumière que l'on rencontre sur Saint-Malo ou les producteurs, les maraîchers autour de Rennes, mais ça évolue sensiblement. Et quand j'ai dit tout à l'heure le formidable potentiel, on s'aperçoit que la main-d'œuvre va être un facteur limitant dans le développement de la production agricole, quelle que soit la production agricole. Et il se dit même que les retraités sont de moins en moins disponibles.
Bonsoir, Mathieu Terrier, je suis vice-président de Rennes Métropole. En fait, j'avais en charge de l'économie sociale et solidaire et des éco-activités. Je voulais revenir en fait sur les premiers chiffres qui ont été montrés par l'Observatoire notamment, puisque je vais être un peu provocateur de façon volontaire, mais le titre de la soirée, c'est l'agriculture productrice d'emplois locaux, faisons-le savoir. Or, si je regarde les chiffres, et nous les connaissons tous, on est plutôt quand même globalement sur une très forte baisse de l'emploi agricole, que ce soit sur le pays de Rennes ou ailleurs en Bretagne. Et quand je dis une très forte baisse, on parle très souvent de la saignée de l'industrie automobile, on parle trop peu à mon avis de la difficulté de l'emploi dans le domaine agricole, alors qu'on est tous convaincus qu'il y a un potentiel de création d'emplois énorme et effectivement d'emplois locaux sur le territoire. D'où ma question, est-ce que cette tendance à la baisse, elle va se confirmer dans les prochaines années? Quel est votre ressentiment par rapport à ça? Est-ce qu'on a des chiffres? Et surtout, mon autre question, c'est si cette tendance à la baisse tend à se confirmer, comment est-ce qu'on inverse la tendance pour effectivement faire en sorte que le potentiel d'emploi dans lequel nous croyons tous se transforme en réalité? Votre question, elle anticipe un peu la suite de la soirée. Donc la deuxième partie, on va la garder pour après, si vous voulez bien. Oui, il y avait une demande d'intervention. Allez-y. Oui. Bonjour, Olivier Dehaze, maire d'Assigné. Dans les chiffres, on a vu une partie des emplois induits. On a la chance d'avoir sur le territoire de la commune d'Assigné l'entreprise MX qui produit des chargeurs agricoles et du matériel pour l'agriculture. Est-ce que les emplois de cette entreprise, par exemple, ont été comptés dans les emplois induits? Parce que je pense que ça vaudrait le coup de rajouter MX sans agriculteurs, il n'y a plus de vente et il n'y a plus de production. Et sur la commune d'Assigné, c'est 500 emplois. Ah oui, d'accord. Ok, donc ça n'a pas été pris en compte. Hein. C'est ça le choix méthodo qui a été fait. Oui, il y a une demande. Oui. Paul Cadran, maire de Passé, juste pour compléter là, puis surtout commissaire général du SPAS, c'est à ce titre-là que j'interviens là, pour compléter la remarque d'Olivier, parce que je pense que effectivement, je me suis rendu compte tout à l'heure quand les emplois de l'agro-industrie et de l'agroéquipement n'étaient pas comptés dans les grosso modo les 100 000 emplois de la région Bretagne. Hein. Et je pense que c'est quelque chose de l'ordre de 30 000 emplois dans la région Bretagne quand même quelque part. Je pense que ça mériterait d'être agrégé à cet ensemble, parce que je considère que ce n'est pas des emplois indirects, comme disait Olivier tout à l'heure, c'est vraiment des emplois directs liés à l'activité agricole. Et là, même si de plus en plus, et Mix en est un exemple, mais il y en a bien d'autres, les entreprises en question se maintiennent ou se développent grâce à l'activité export qu'elles développent aussi. Donc elles ne se développent pas seulement avec le territoire local, mais bon, voilà, Mix doit faire 30%, mais les emplois sont là, oui, absolument. D'accord. Donc 30 000 en Bretagne, hein, c'est ça. Et donc sur le pays de Rennes, sur le pays de Rennes, vous avez une idée, grosso modo? Très honnêtement, c'est des choses qu'on commençait juste à approcher, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut qu'on creuse ce sujet-là. Donc pour les besoins de la présentation, je suis allé chercher les quelques chiffres que je pouvais mobiliser assez facilement, et c'est ce que j'ai précisé quand je vous l'ai présenté, je n'ai pas inclus l'ensemble. Donc c'était le minimum de ce qu'on a trouvé pour l'instant, c'était plus de 9000 et quelques emplois, et effectivement, si on cumule tout, on sera au-delà de 10 000, je pense, et voire un peu plus. Bien, merci pour cette précision. Le micro. Et puis, donc dernière intervention, on va passer à la suite. Hein, oui, bonjour, Jean-Martial Morel, maraîcher bio à Chavagne. J'ai une question parce qu'on est souvent sollicité par Pôle emploi pour faire des EMT à des jeunes qui sont intéressés par les métiers de l'agriculture. Donc on répond assez facilement oui. Et on est aussi sollicité par, je pense que c'est l'AEF. Et c'est plus facile de dire oui à Pôle emploi quand on est une petite exploitation parce qu'on a une aide. Voilà. Même si elle n'est pas importante, c'est quand même une aide. Et je pense que pour découvrir le métier de l'agriculture, ça pourrait être intéressant qu'on puisse, nous, en tant qu'exploitants, avoir une petite aide pour pouvoir nous aider à faire découvrir le métier. Pour réaliser donc les EMT. Oui. Et donc c'est une demande, ça, c'est ça? Moi, je représente aussi d'autres exploitants. Je pense que quand on est sollicité par Pôle emploi, on répond plus facilement oui parce que on a une petite aide pour recevoir des gens sur notre exploitation. Ok. Ouais, malheureusement, je peux y répondre quelque part parce que malheureusement, les EMT, ça n'existera plus en 2015 et il n'y aura plus cette fameuse aide dont vous avez bénéficié jusqu'à maintenant, qui était quand même très, très faible, mais effectivement, c'était une aide
je crois que c'est 2 €, voilà, 2 € de l'heure. Mais bon, voilà, vous passez du temps à faire découvrir le métier, etc. Exactement, Et oui. donc, si cette aide n'existe plus, c'est un appel peut-être à trouver une forme. D'accord. On va passer à une vidéo d'un autre exemple hein, d'emploi dans le domaine du paysage, je crois. Hein. Allons-y. C'est pas le paysage, c'est machinisme. Nicolas a été recruté par un groupement d'employeurs dans le secteur agricole. Les cultures maraîchères sont saisonnières sur une période s'étalant le plus souvent de mars à octobre. Pour permettre à certains salariés saisonniers de bénéficier de contrats en CDI, la filière a mis en place depuis quelques années un statut original. Explication. Le salarié d'un groupement d'employeurs, il travaille dans plusieurs entreprises sur différents types d'activités. Alors en fait, l'intérêt pour lui, c'est d'avoir un contrat à durée indéterminée sur toute l'année. Par ailleurs, il peut bénéficier d'un certain nombre de formations. Alors des formations plutôt techniques, par exemple, liées à la conduite de tracteur. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire cette année à partir du mois de septembre. Alors l'avantage pour l'employeur, c'est de disposer d'une main-d'œuvre abondante sur des périodes hautes en termes de production. Grâce à ce statut, l'année de travail de Nicolas se partage donc entre 2 activités, 2 produits cultivés sur le même terroir. Je suis ouvrier polyvalent, donc je suis à la fois maraîcher et viticulteur. Il y a plusieurs activités chez les maraîchers. Je suis souvent amené à faire le poireau, donc derrière le tracteur, à planter, et je suis aussi amené à être sur la chaîne. Ça change quoi, on n'est pas toujours à faire la même chose. Après avoir été semés, les poireaux sont replantés dans un champ voisin. C'est ce que l'on appelle le repiquage. Cette opération permet d'accroître la partie blanche du légume, la partie consommable du poireau. Le maraîchage est une activité gourmande en main-d'œuvre, surtout dans les cultures dites de plein champ. En raison de la fragilité du produit, la mécanisation a ses limites et de nombreux travaux nécessitent encore des mains expertes. Les qualités, c'est être rapide, être efficace, il faut avoir l'œil et avoir l'envie de travailler dehors aussi. En fait, ce qui a motivé Nicolas, c'est l'appel des grands espaces. Alors moi j'avais un CAP de charcutier traiteur, donc CAP et BEP. J'ai travaillé pendant 7-6 ans dans ce métier-là. Donc moi j'ai commencé le maraîchage il y a 2 ans à peu près. Et ce qui m'a donné l'envie, c'est de bouger d'un laboratoire et tout ça, quoi. Bon, j'ai voulu changer d'air. Après l'arrachage, les poireaux doivent être lavés et triés pour le conditionnement. Alors là, j'épluche pour que ça parte à l'emballage. C'est un rythme à prendre, hein. Pas facile non plus. Mais bon, avec de l'envie et puis du savoir-faire, ça va de mieux en mieux, quoi. Alors, Nicolas, c'est quoi un bon poireau ? Alors un bon poireau, c'est un poireau qui est vert, généralement, pas un vert trop foncé non plus, qu'il n'y ait pas trop de feuilles abîmées, feuilles jaunes, et qu'au niveau de la chaussette, ça soit pas déchiré non plus, quoi. La chaussette. La chaussette, c'est le bas du poireau. Intégré à une équipe, Nicolas est placé sous la responsabilité directe de l'exploitant. Ses horaires évoluent selon les exigences saisonnières, mais restent réguliers. Ce qui est important pour l'entreprise, c'est d'avoir des personnes qui sont déjà formées. Donc c'est vrai que le fait de les reprendre d'une année sur l'autre lui permet de gagner du temps. Hein, la personne va pouvoir intégrer beaucoup plus facilement une équipe de travail. Accessible sans diplôme, le poste d'ouvrier polyvalent peut évoluer vers le poste de chef de culture. Bien, voilà donc un exemple en maraîchage finalement.